Nous passons maintenant à la séance proprement dite. Comme il y a eu une petite panne... Oui. Comme il y a eu une petite panne de son tout à l'heure, je représente à nouveau l'organisateur de la séance, que vous connaissez tous, qui est Paul Méria. Il a préparé cette séance avec Olivier Traxer, qui, vous pouvez l'excuser, il a un empêchement de dernière minute qui l'empêche de participer à la réunion. Donc nous allons vous présenter les différents intervenants, ils sont au nombre de 5, et Paul Méria vous donnera les détails concernant leur personnalité et leur travail, le sens de leur travail. La première communication est de Romain Boissier de Marseille sur la place de la micropercutanée dans le traitement des calculs rénaux. Merci Monsieur le Président, merci à tous. Donc on a invité Romain Boissier qui est un jeune urologue marseillais plein d'avenir et qui va nous parler de la miniaturisation de la chirurgie percutanée des calculs du rein. Il a beaucoup travaillé sur la question avec le professeur Le Chevalier et il va donc nous faire part de ses travaux. C'est à toi Romain, merci. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie de chirurgie, donc je suis le docteur Romain Boissier, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis praticien hospitalo-universitaire au CHU de la Conception à Marseille, dans le service de chirurgie urologique et de transplantation rénale du professeur Le Chevalier. Et donc, je remercie l'Académie de chirurgie de me donner l'opportunité de vous parler de cette technique de micropercutanée pour traitement des calculs du rein. Alors, les techniques de NLPC ou néphrolithotomie percutanée, elles sont multiples. Elles vont de la NLPC standard, dont le diamètre des gaines est de 26 à 30 charrières pour le traitement des calculs du rein, classiquement de 10 cm. Et celle dont je vais vous parler aujourd'hui est donc la micro-NLPC, qui est donc à l'opposé dans le spectre de ces outils de chirurgie percutanée, puisqu'elle n'a un diamètre que de 4,8 charrières, qui est donc le diamètre le plus petit pour un endoscope de chirurgie percutanée. Vous voyez qu'au cours des années précédentes, le matériel s'est beaucoup miniaturisé, passant d'un charrière 26-30 à 16-24 pour la mini percutanée, 11-13 pour l'ultra mini. Donc là, la micro percutanée est vraiment l'endoscope qui a le diamètre le plus petit. Alors, vous voyez, à titre de comparaison, sur la partie droite de la slide, on compare un néphroscope de NLPC standard, 26-30 charrières, à ce qui est juste en dessous un urétéroscope souple, qui est donc de la chirurgie rétrograde endoscopique, qui est très utilisée majoritairement pour le traitement des calculs du rein. Et vous voyez le diamètre de la gaine de micro-NLPC, qui comporte une petite aiguille de 4,85 charrières et la possibilité d'avoir une gaine un peu plus grosse de charrière 8, qui reste néanmoins beaucoup plus petite que la NLPC standard. Et sur la partie gauche de l'écran, vous avez donc une de ces miniaturisations progressives du matériel au cours des années, qui est la mini NLPC, qui s'est beaucoup développée, avec un charrière de 16 à 24 et qui reste là aussi quand même beaucoup plus gros en diamètre que la micro NLPC. Alors il y a le diamètre des instruments, mais il y a surtout la taille des canaux opérateurs qui va directement déterminer la taille des calculs qu'on va traiter avec ces différentes techniques. À droite, la NLPC standard adaptée aux gros calculs de plus de 2 cm et coralliforme. Ensuite, juste à gauche, un urétéroscope souple et les deux aiguilles les plus à gauche sont celles de micro NLPC avec une aiguille de 4,85 French ou charrière et une mini micro de charrière 8 qu'on peut aussi utiliser dans cette technique-là. Donc forcément, les calculs seront beaucoup plus petits parce que on ne peut rentrer qu'une fibre laser dans la gaine de micro-percutanée, celle d'urétéroscopie souple, quand on peut rentrer des instruments de diamètre beaucoup plus important, des sonotrobes, pour la lithotricie des gros calculs du rein. Alors le kit de micro-NLPC comporte d'une part du matériel à usage unique qui est contenu dans un kit. Ce kit contient un guide, un canal d'irrigation, des connecteurs et un kit d'aiguilles à ponction qui sont détaillées sur la partie droite de l'écran et qui comprennent donc de gauche à droite un stylet pour la ponction, la gaine la plus petite 4,85 French, un dilatateur un peu plus gros de charrière 6 qui permet d'introduire une aiguille un peu plus grosse de micro-NLPC de charrière 8. Ça, c'est pour la partie usage unique. Le matériel de micro-percutanée comporte du matériel qui est réutilisable et c'est cette fibre optique que vous voyez ici sur l'écran.
Donc une fois que tout cela est connecté, voilà à quoi ça ressemble. On a donc la gaine ici la plus petite, 4,85 French, avec un connecteur 3 voies qui permettent d'introduire dans cette gaine une fibre laser de diamètre 200 à 270 microns qui est connectée à une source laser OIAG qui est couramment utilisée pour l'urétéroscopie en urologie. La fibre optique a donc un diamètre de 0,9 mm, un angle de vision de 120 degrés qui est connecté en analogique sur une colonne HD, n'importe quelle colonne de célioscopie dans un bloc opératoire s'adapte. Et enfin le canal d'irrigation qui est connecté à une pompe d'irrigation qui est là aussi très couramment utilisée en urétéroscopie, en urologie, pour dire que finalement ce matériel de micro-NLPC vient se connecter sur des éléments qui sont du domaine du courant en urologie dans une salle opératoire. Donc on rentre dans la pratique avec le cas de ce monsieur qui est porteur d'un calcul de 18 mm, 1300 UH dans le calice inférieur de son rein droit, comme vous voyez sur cette reconstruction de face de son rein. Il a 51 ans, un IMC confortable. Il a surtout un antécédent de rein unique droit fonctionnel, ce qui fait que chez un patient avec une fonction rénale normale, on pourrait tolérer à la limite des calculs caliciels inférieurs de 18 mm, mais chez lui, on est plutôt enclin à essayer de faire un traitement complet, ce que n'a pas réussi à faire le collègue urologue qui s'en occupait extramuros, puisqu'en urétéroscopie, il a dégagé le calcul qui occupait initialement le piélon, mais il n'arrive pas à atteindre le calice inférieur. Ce patient a une fonction rénale normale, et il est donc adressé pour la prise en charge de ce calcul qui est d'accès difficile. On est donc au bloc opératoire de la conception. Vous voyez l'installation standard du patient. Auparavant, on aura passé toutes les étapes d'une programmation standard de chirurgie percutanée, une consultation d'anesthésie, un arrêt des antiagrégants anticoagulants, un ECBU stérile ou traité, une tomodensitométrie, comme c'est préférable de faire avant NLPC pour vérifier les interpositions digestives, les rapports avec la rate, surtout le foie ici à droite chez ce patient. Une information du patient sur les risques infectieux, l'hématurie, risque de fistule digestive et la remise de la fiche AFU qui est en fait celle de NLPC standard mais qui n'est pas du tout spécifique de la micro-NLPC. Vous voyez donc cette installation des cubitus dorsal qui a l'avantage de donner un accès à l'urètre et à la vessie, de permettre la ponction et d'éviter de perdre du temps et de réinstaller le patient des cubitus ventrales comme c'était initialement décrit sur les techniques de NLPC. En micro-NLPC, on arrive vraiment bien à travailler chez un patient dans cette position des cubitus dorsal. Alors on procède donc dans un premier temps à une ponction à l'aiguille directement sous contrôle échographique ou fluoroscopique. Vous voyez l'aiguille qui arrive ici dans les cavités pyélocaliciales du rein. Alors je ne fais pas ça à chaque fois, c'était pour les besoins de la présentation de montrer en urétéroscopie rétrograde l'arrivée de l'aiguille dans les cavités pyélocaliciales. Auparavant, il y a bien sûr une antibioprophylaxie. On poursuit l'antibiothérapie débutant en pré-op si le CBE était positif, sinon une antibioprophylaxie standard, une checklist HAS. Une échographie première avant ponction pour vérifier de façon une ultime fois l'absence d'interposition digestive sur le trajet de ponction entre la peau et le rein. Donc bienvenue au bloc opératoire de la conception, voilà où donc notre aiguille a été mise en place sous contrôle fluoroscopique et échographique et on procède donc à la connexion des différents éléments que je vous ai exposés qui composent le kit de micro-percutané. Donc ici l'aiguille est en place, on y connecte ce connecteur 3 voies. Sur ce connecteur 3 voies, on va venir mettre d'une part ici la tubulure d'irrigation. Vous voyez que l'eau qui coule, c'est l'eau qui vient de la pompe à pression. On va ensuite introduire dans l'axe la fibre optique qui est donc réutilisable, qui est souple, qui fait 0,9 mm de diamètre avec un angle de vision de 120 degrés. Alors c'est une transmission de l'image qui est fibrée, qui est analogique, donc forcément une qualité d'image qui est un peu inférieure à celle qu'on a avec les urétéroscopes souples. On fait une balance des blancs, comme avec n'importe quel endoscope en chirurgie urologique. Puis on introduit cette fibre optique dans les cavités pyélocaliciales. Alors la ponction, on la fait directement au contact du calcul. Voilà, et donc l'ensemble du matériel est connecté. On arrive donc, vous avez sur l'encart en haut à droite l'image qu'on a. Alors souvent des petits dépôts se mettent sur la fibre lors de la ponction et donc il faut faire un petit peu de flush ou la frotter sur la muqueuse de la cavité pyélocalicielle ou contre le calcul pour nettoyer un peu le bout de cette optique, qui est un optique qui a déjà fait beaucoup d'interventions, donc c'est pour ça que la qualité d'image n'est pas optimale, mais vous voyez, on n'est pas sur du numérique, c'est de la qualité d'image qu'on a pour les urétéroscopes fibrés. Voilà. Donc on met ensuite en place ce joint torique. Dernier élément, on introduit une fibre laser. Donc c'est une fibre laser qui fait entre 200 et 270 microns, qui est connectée à une source de laser Holm-Miag, qui est la source d'énergie typique utilisée en urologie pour la lithotricie des calculs. Lorsque cette fibre laser est souple, elle peut se déformer, passer dans des endoscopes rigides ou ici comme dans la micro-percutanée et permet d'aller délivrer une énergie directement
au contact du calcul. Et donc, vous voyez ici, on a avancé de quelques minutes. La fibre est mise directement au contact du calcul et on va donc procéder à la lithotricie. Alors, pour cela, on a réglé le laser dans un mode dit dusting ou poussière, qui combine donc une haute fréquence et une faible énergie pour créer des fragments qui sont les plus petits possibles, comme de la poussière, et réduire ainsi la taille du calcul en microfragments. Vous comprenez que l'inconvénient de la micro-NLPC, c'est qu'on ne peut pas extraire de fragments de calcul comme on le fait avec la NLPC standard, puisque l'aiguille en elle-même est d'un calibre très réduit et que toutes les connexions se font par l'UIRLOC. On ne peut pas insérer de sonde à panier, on ne peut pas retirer de fragments sur le trajet de cette aiguille, donc on est obligé de traiter le calcul seulement en mode dusting, comme vous le voyez ici, en réduisant le calcul en microfragments et poussière. Au terme de 32 minutes de lithotricie intrarénale, on retire le matériel de micro-percutané. On va donc ici, sous contrôle de la vue, en faisant un peu de pression, retraverser toutes les couches anatomiques qu'on avait traversées pour insérer l'aiguille. Dans l'encart en haut à droite, vous voyez qu'on sort des cavités piélo-calicielles, on ressort du parenchyme rénal, la graisse périrénale, puis les différentes couches musculaires abdominales, muscles transverses, oblique interne, oblique externe, graisse sous-cutanée, jusqu'à finalement sortir l'aiguille donc de micro-percutané. Alors pour vous montrer sur ce petit geste qu'à la différence des autres matériels de NLPC, que ce soit la NLPC standard ou la mini-NLPC qui sont des endoscopes rigides, la micro-NLPC est un matériel qui est assez souple, la fibre optique se déforme, ainsi que la gaine qui l'entoure, de sorte qu'on peut arriver à naviguer dans les cavités piélo-calicielles assez facilement, alors pas de façon aussi totale qu'avec un urétéroscope souple, parce qu'on reste globalement dans l'axe du trajet de ponction. Vous voyez qu'une fois qu'on a retiré le matériel, un petit point sur la peau, on ne laisse pas de drainage en place, on dit que c'est une technique tubeless, c'est-à-dire sans néphrostomie. On laisse juste une sonde double J ou une sonde urétérale en drainage, un petit pansement sur la peau, et puis voilà, on va dire que le temps du pansement est assez court pour cette technique. Donc pour ce patient, on était à 32 minutes de lithotricie intrarénale, un drainage par sonde urétérale et vésicale qui ont été retirés à J1. Alors notre service fait assez peu d'ambulatoire, mais en contrepartie, on draine beaucoup avec des sondes mono-J et sondes urétérales qui sont retirées à J1, de sorte que le patient repart à domicile sans drainage et ça évite de revenir 1 ou 2 semaines après pour faire retirer la sonde double J à l'hôpital. S'ensuit ensuite une spécificité locale qui est la posturothérapie, 6 séances qu'on fait en partenariat avec le service de médecine physique et de réadaptation. Et donc ces séances de posturothérapie pour drainer les fragments résiduels des calices inférieurs, associer une hyperdiurèse de 1 heure avant la séance, une inversion, tête en bas, fesses en l'air, et une percussion avec cet engin vibrant dérivé du clapping. La séance dure un quart d'heure, est plutôt bien tolérée. On s'accommode de l'agenda des patients pour faire ce traitement-là et donc essayer de faire basculer les fragments du calice inférieur dans le bassinet pour que les patients finissent d'uriner spontanément les fragments résiduels. Alors j'avance avec ce deuxième cas pour montrer l'intérêt de la micro-percutanée dans les calculs d'accès difficile. C'est celui d'une patiente de 16 ans qui est donc symptomatique sur ce diverticule caliciel du rein droit qui mesure 2 cm et qui contient des calculs qu'on voit sur cette séquence non injectée déclive dans le fond du diverticule. On voit un peu plus sur l'image en bas à droite et ce diverticule s'opacifie au temps tardif pour dire qu'il communique avec les cavités piélo-calicielles. Donc cette patiente aussi adressée par un urologue qui a fait le traitement standard en urétéroscopie mais qui n'a pas trouvé le pertuis de ce diverticule. Donc là cette fois-ci la patiente elle est installée en décubitus ventral du fait de l'anatomie du diverticule caliciel et de sa position. Ici le docteur Deledal qui était un des internes de l'époque, vous voyez la totalité du matériel monté, la patiente sous les champs, le bras articulé qui tient la caméra auquel est connectée la fibre optique, l'appareil de scopie, l'appareil d'échographie qui permettent la ponction. On réalise dans un premier temps un drainage de la voie excrétrice par une sonde urétérale qui permet d'opacifier les voies excrétrices et de retrouver sur l'image du milieu cette image d'addition, le diverticule qui semble communiquer avec un calice moyen. On fait une ponction directement dans le diverticule avec l'aiguille de micro-percutanée sous contrôle échographique. Donc nous voici avec l'optique de 4,85 French dans ce diverticule caliciel qui contient de nombreux fragments. On introduit une fibre de 200 microns et on procède à la lithotricie comme le patient précédent. Deuxième temps de la chirurgie, une fois les calculs bien détruits, on procède à une injection de bleu par la sonde urétérale qui est dans les cavités piélo-calicielles et donc on individualise à ce moment-là le pertuis qui draine ce diverticule caliciel vers la voie excrétrice et on comprend que notre collègue en urétéroscopie a eu du mal à trouver ce pertuis parce qu'il est vraiment, l'image ne vous le montre pas, mais très inframillimétrique.
On glisse un guide dans ce pertuis avec une fibre laser. On va en quelque sorte marsupialiser ce diverticule caliciel et les fragments résiduels vers les cavités pyélocalicielles moyennes. On utilise cette fois-ci la fibre en mode non plus dusting, mais en mode section, donc qui associe une haute énergie et une fréquence un peu moins importante pour sectionner les tissus et les coaguler en même temps. Voilà l'aspect post-opératoire, donc le diverticule largement, c'était pas un gros diverticule, mais marsupialisé dans les voies excrétrices, et vous voyez une papille ici au fond correspondant au calice moyen, avec un collet qui a été largement agrandi, et ici l'aspect du diverticule en fin d'intervention, avec l'absence de calcul, qui ont tous été soit fragmentés, soit évacués vers les cavités pyélocalicielles moyennes, et enfin sur l'image de droite, un drainage par une double J qui a été glissée par voie antégrade. Alors c'est pas une JJ qu'on montrerait dans les congrès, parce qu'on voit en haut qu'elle boucle pas très bien, mais elle boucle pas très bien parce que la boucle proximale a sciemment été posée dans le diverticule, dont le calibre est assez réduit, qui ne permettait pas de déployer totalement la boucle de la sonde double J. Donc pour cette patiente, les suites, vous voyez le point de ponction, toujours assez élégant en fin d'intervention, d'avoir une cicatrice aussi fine et pas de drainage. Avec une patiente qui a eu des suites favorables, pas de récidive douloureuse. Alors au plan scientifique maintenant, pour terminer, nous avons rapporté notre expérience de la micropercutanée et sa courbe d'apprentissage dans cette publication récente dans la revue française Progrès Urologie avec un collègue, le docteur Nègre, qui est urologue à Aix-en-Provence. Vous voyez que le recrutement de notre CHU, c'était essentiellement des patients neurologiques avec des dérivations urinaires type Bricker ou entérocystoplastie avec Mitrofanov qui gênent l'accès par voie rétrograde, une taille des calculs de 18 mm avec une densité de 1000 UH, un temps moyen opératoire de 83 minutes, peu de complications, un taux de sans fragments de presque 80% en moyenne sur la stérie, et surtout cette courbe d'apprentissage qui est la mienne et celle de mon collègue qui montre qu'on arrive rapidement en une quinzaine de cas à une durée opératoire de l'ordre de 60 minutes, qui est comparable avec celle de l'urétéroscopie souple. Sur les revues systématiques, la micro-NLPC a été comparée à la NLPC standard, où elle a montré évidemment, vu son diamètre plus restreint, moins de complications et moins de saignements, en particulier moins de fistules digestives et de transfusion, qui sont les problèmes classiques de la NLPC standard, mais son vrai concurrent, entre guillemets, c'est l'urétéroscopie souple, où là, les revues de la littérature montrent que la micro-NLPC est soit équivalente, soit un peu inférieure en termes de sang fragments et en termes de morbidité. Donc pour dire que la micro-NLPC ne va pas remplacer l'urétéroscopie, c'est plutôt une attitude complémentaire. Donc cette diminution de la morbidité, elle est liée au fait que Olivier Traxler l'a montré dans cette étude sur cochons et cadavres, plus l'endoscope est large, plus le traumatisme du parenchyme rénal est important, plus le risque hémorragique est important, et donc là en l'occurrence, avec la micro-NLPC, le diamètre minimal de la gaine, 4,85, permet d'éviter ces complications digestives et ces transfusions. Attention pour autant, je finirai là-dessus pour la micro-NLPC. Micro-NLPC ne veut pas dire micro-complication, bien au contraire. Il faut être très vigilant au fait qu'avec la micro-NLPC, comme vous le voyez sur le schéma de droite, on n'a que des connexions l'UR-log. Donc 100% du flux d'irrigation est envoyé par le rein. Il faut faire très attention aux hyperpressions. Voilà, en limitant la pression à 40 cm d'eau de la pompe à pression. La large gaine, on ne peut forcément pas l'utiliser. Le canal opérateur peut être occupé, mais à la différence de la NLPC standard sur le schéma à gauche, on limite finalement les hyperpressions puisque le sérum physiologique peut repasser entre l'endoscope et la gaine en cas d'hyperpression. C'est pas du tout le cas pour la micropercutanée et on sait que la pression de travail est importante en endoscopie urologique, donc éviter les flushs où la pression intrarénale peut monter de façon très élevée parce qu'on sait que ces flushs répétés sont des facteurs favorisants de sepsis, de collection rétropéritonéale et d'hématome sous-capsulaire du rein. Pour finir, un mot sur les enfants, où la micropercutanée est particulièrement adaptée. On a une petite expérience avec ma collègue le docteur Faure, qui est urologue pédiatre au CHU de la Timone, où dans les revues systématiques de la littérature, la micro-NLPC a montré une équivalence à l'urétéroscopie, une faible morbidité. Elle est bien adaptée chez l'enfant, dû au diamètre réduit de l'urtère. On n'a pas besoin de glisser d'instruments dans l'urtère avec cette technique, et donc on fonctionne directement au calcul. Donc pour finir, je dirais que la micro-NLPC pour calcul du rein, c'est une technique mini-invasive, mais qui est complémentaire des techniques existantes, en particulier l'urétéroscopie et la NLPC, réservée au calcul du rein d'accès difficile, principalement le calice inférieur, bien adaptée aux patients pédiatriques, pour des tailles de calcul qui sont pour le moment en dessous de 1,5 à 2 cm, mais ça dépend vraiment de la source laser, et les lasers haute fréquence, je pense, vont peut-être permettre d'augmenter la taille de calcul qu'on peut traiter. Pas de fistule, pas de transfusion, la faisabilité en ambulatoire et c'est important aussi une tarification favorable. Sur le plan des inconvénients, la fragilité de la fibre optique qui est réutilisable mais qui est soumise à une stérilisation stérade et le fait d'être limité à un traitement par dusting uniquement et de ne pas pouvoir retirer de fragments. Et je vous remercie pour votre attention. Bravo.
Merci beaucoup, Romain Boissier. Je passe la parole à Paul Méria. Merci, Monsieur le Président. Donc, on félicite effectivement Romain pour cette magnifique présentation très synthétique et pour le côté très innovant. Effectivement, moi, je voulais te poser une question. Est-ce que actuellement, tu ne mets jamais de colle dans le trajet quand tu termines, même s'il y a éventuellement, tu vois qu'il y a un vaisseau qui saigne ou quoi que ce soit, tu ne mets pas de colle en reculant ton endoscope? Non, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce type d'agent coagulant. Alors c'est vrai que ça pourrait être adapté. En général, je fais ce que je vous ai montré sur la vidéo. Je retire vraiment l'aiguille pas à pas pour visualiser un éventuel saignement actif. Mais enfin, le calibre de l'aiguille, en fait, 4,85 French, pour vous donner une image, c'est les plus gros cathlons de perfusion, c'est les perfusions gris. Donc pour dire que c'est vraiment un calibre très réduit et que les soucis de déglobulisation, de saignement ou de caillotage de la voie excrétrice, jusqu'à présent, j'en ai jamais eu pour aucun patient, eu égard au calibre vraiment restreint du matériel. Et deuxième question, un petit peu plus théorique là aussi, parce qu'on n'a pas un recul énorme. Par rapport à l'urétéroscopie, tu nous as montré effectivement des urétéroscopes. Par rapport à l'urétéroscopie, on a bien compris que dans certains cas, c'était très utile parce que les reins n'étaient pas faciles d'accès. En dehors de ça, est-ce que tu arrives maintenant à définir un peu mieux la place de la micropercutanée par rapport à l'urétérorhinoscopie souple? Et est-ce que, deuxième question corollaire, est-ce que vous avez une étude en cours éventuellement comparative, en prospective, pour savoir si on peut faire ressortir un peu mieux les indications respectives des deux? Alors, il y a quelques années, je vous aurais dit la micro-NLPC est un complément idéal parce que pour les calculs d'accès difficiles, tels que les patients qui ont des briquaires, des dérivations urinaires, etc., parce qu'en urétéroscopie, on arrive forcément à passer toutes ces chicanes, mais quand on est arrivé dans le rein, on est bien limité, malgré le torque des instruments, pour arriver à faire un traitement efficace. Et pour ça, la micropercutanée est vraiment adaptée. C'est pour ça que dans notre série, il y avait beaucoup de patients neurologiques, parce qu'on a un recrutement important de patients neurologiques qui avaient des dérivations urinaires, et je dirais que dans ces cas-là, c'était très intéressant. Et mon collègue, le docteur Nègre, qui s'installait en privé, qui s'est formé à la technique pendant son clinica, lui a beaucoup moins de patients neurologiques forcément, mais par contre, il a beaucoup de calculs du calice inférieur. Et pareil, pour essayer de ménager ces urétéroscopes, avec son groupe, ils sont passés à la logique de proposer en première intention la micropercutanée pour les calculs caliciels inférieurs. Alors ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, on a vu arriver des urétéroscopes jetables. Ce sont donc des urétéroscopes souples à usage unique qu'on a moins peur de casser, parce que les urétéroscopes réutilisables coûtent 15 000 €, les réparations sont longues, c'est du matériel fragile, assez technique sur lequel on n'a pas envie de forcer, mais c'est vrai que finalement cet urétéroscope jetable qui va partir à la poubelle à la fin de l'intervention, on n'a pas peur de l'abîmer, et donc ça permet finalement de gommer un peu une partie des indications qu'on avait définies initialement, nous, pour la micropercutanée. Voilà. Alors après, néanmoins, elle reste utile pour les calculs d'accès vraiment difficiles, qui savent qu'on n'arrive pas à accéder en urétéroscopie. Moi, je le propose jamais en première intention. C'est vraiment parce qu'on est dans un centre référent où les gens sont envoyés parce qu'il y a eu un échec d'urétéroscopie par leur urologue et donc ils nous envoient les patients et pour cela, calcul inférieur d'accès difficile, calcul dans les diverticules ou sur des dérivations urinaires, c'est notre technique de choix en se bridant par le fait que les calculs font 1,5 à 2 cm maximum. Avec l'arrivée des nouvelles sources laser, on a eu l'occasion de tester le nouveau laser Thulium avec des très hautes fréquences. Je pense que probablement on pourra faire des calculs un petit peu plus gros, que 2 cm. Je pense qu'on va peut-être regagner là-dessus le terrain qu'on a perdu avec les urétéroscopes à usage unique. Dans le post-opératoire, vous avez parlé de techniques externes permettant de secouer les petits fragments et en mettant le malade en position d'éclive, la tête en bas, de favoriser l'élimination des fragments. Au bout de combien de temps et sur quels critères pensez-vous que le patient est guéri ? Alors l'indication, la posturothérapie, c'est une technique ancienne. Les premières publications, elles commencent à dater un peu. On l'a remise au bout du jour dans le service depuis quelques années avec une étude de faisabilité qu'on va bientôt soumettre et publier. Alors c'est une technique d'abord qui est bien tolérée, parce que même dans une ville du sud comme à Marseille, on a une excellente observance. Les gens apprécient cette technique, ils viennent au rendez-vous, ils le font.
Il y a des gens chez qui c'est très efficace, et d'autres chez qui ça allait un peu moins. On est dans notre étude de faisabilité en train d'essayer d'identifier les facteurs prédictifs de succès de cette posturothérapie. Nous, classiquement, on la propose soit en première intention, soit après urétéroscopie ou NLPC pour les patients qui gardent des microfragments, donc c'est moins de 5 mm. En général plutôt caliciel inférieur, et donc avec ça, plutôt qu'une nouvelle intervention, les gens souvent préfèrent faire les 6 séances de posturothérapie, et on a un taux de succès qui est correct, hein. On a des taux de sang fragments qui sont d'un peu plus de 60% avec cette technique-là en fin de réévaluation après les 6 séances. Au début de notre expérience, on avait 4 séances, on faisait, et puis maintenant on a augmenté le chiffre à 6, les patients s'en accommodent, et c'est vrai qu'on a des taux de succès qui sont un peu meilleurs. Voilà. Donc globalement, ça permet d'éviter chez 2/3 des patients ce qui pourrait être éventuellement une réintervention ou une simple surveillance, quoi. Voilà. Mais c'est plutôt bien toléré. Albert Claude Benamou. Oui, bravo pour cette très belle présentation. Une question concernant les indications. Est-ce que les gros calculs, éventuellement coralliformes, sont accessibles à partir de quelle taille vous attaquez avec Alors non, pas du tout. Voilà, je pense que c'était le message de ma présentation. Ça ne remplace pas la NLPC standard ou la mini NLPC, qui sont toutes les deux des techniques avec lesquelles on peut traiter les calculs coralliformes vrais, les très gros calculs. Je pense qu'en micro-percutané, on n'en est pas du tout là, hein. La taille des calculs, moi le seuil, c'est 1,5 à 2 cm grand maximum. Peut-être qu'on pourra monter un peu avec les nouvelles sources laser très haute fréquence, mais c'est pas du tout les mêmes calculs. D'ailleurs, le terme de NLPC est un peu confondant, je trouve, entre micro-NLPC et NLPC standard. La micro-NLPC, c'est pas du tout les mêmes indications que la NLPC standard. Les indications de micro-NLPC s'arrêtent là où commencent celles de NLPC standard et de mini-NLPC, je dirais. Bertrand Doré. Oui, bravo pour cette très belle communication et cette avancée technique. Mon problème, ça restera encore la formation, parce que vous avez manifestement l'expérience, et donc la percutanée a toujours été apprise dans votre centre. Donc ça pose le problème de la formation sur une technique qui était réputée dangereuse et que manifestement ne l'est plus. Elle est beaucoup plus simple à faire. L'autre question, c'est la densité des calculs. Est-ce que vous avez des calculs qui sont extrêmement résistants, mais le laser a peut-être modifié beaucoup les choses, notamment les nouveaux lasers? D'accord. Alors sur le plan de la formation, moi j'ai toujours un interne avec moi, hein. C'est vrai que au bloc à qui je fais faire la ponction, à qui je montre, alors les internes les plus jeunes, eux, prennent la main quand l'aiguille est en place, qu'on est en face du calcul et qu'il n'y a plus qu'à tirer dessus, j'ai envie de dire. Et puis les internes un peu plus chevronnés, eux, on leur fait faire la ponction. C'est vrai que le diamètre du matériel de 4,85 French est tellement petit que on se dit qu'on est quand même à l'abri des principales complications qui bridaient un peu la NLPC, hein, qui sont le risque hémorragique et le risque de fistule digestive. Alors, j'ai jamais fait de micro-NLPC en passant en transcolique, mais je pense que si ça arrivait, je sais pas s'il se passerait forcément grand-chose, parce que l'aiguille est vraiment très petite. Voilà, et puis on passe en rétro-péritonéal, il n'y a pas du tout de communication intra-péritonéale, donc c'est jamais arrivé, on l'a jamais diagnostiqué, si ça arrive, je vous rapporterai peut-être mon expérience, mais en tout cas je me vois assez rassurant parce que le diamètre est vraiment petit. Encore une fois, le 4,85 French, c'est la taille d'un 4 long gris en termes de diamètre. Donc les internes, on les forme à cette technique, mais voilà, je pense pas que la micro-NLPC va supplanter l'urétéroscopie à laquelle les internes sont largement formés, qui est la principale technique de traitement des calculs à l'heure actuelle. Elle vient vraiment comme un complément, cette micro-NLPC. Donc soit nos collègues, comme celui dont j'ai rapporté l'expérience, le développent de façon heureuse en privé, en ambulatoire, avec une tarification qui est assez avantageuse, soit les autres collègues qui font pas de NLPC nous adressent les patients, et dans ces cas-là, on fait le point pour voir si ça peut passer en micro-NLPC. Sachant que dans une même intervention, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut faire 1 à 2 ponctions. On peut aller traiter un calcul d'1 centimètre dans le calice 1, enfin traiter un calcul d'1 centimètre dans un calice moyen. Et donc de ce point de vue-là, oui, on peut se permettre de faire plusieurs ponctions. Et c'est pour ça que je le dis à nouveau, le terme de micro-NLPC est confondant. C'est pas une NLPC finalement, c'est un traitement vraiment percutané mais mini-invasif qui n'a rien à voir tant sur les indications que les réalisations ou les complications avec la NLPC standard. Je vois avec plaisir que vous êtes un adepte du compagnonnage dans la formation des jeunes. Je passe maintenant la parole à Jean-Louis Béraud. Oui, une petite question. Est-ce qu'avant d'utiliser ces très belles techniques, il y a encore une place pour la lithotricie externe avec éventuellement posturothérapie?
Alors oui, bien sûr. Alors c'est vrai que la lithotricée extracorporelle avec le développement de l'urétéroscopie a un peu perdu du terrain. Enfin c'est ma génération d'urologues qui a vraiment vu l'urétéroscopie arriver et c'est vrai qu'on fait assez peu de LEC à l'heure actuelle. Pour autant je pense la LEC reste une possibilité. Après, pour traiter un calcul de 18 mm du calice inférieur sur un patient comme le nôtre, je pense qu'en une séance, ça ne sera pas suffisant, qu'il faudra probablement en faire plus. Alors, j'ai pas d'études à vous citer, mais enfin, globalement, on présente la chose au patient, on lui dit soit on vous traite en une intervention plus ou moins des séances de kiné, soit plusieurs séances de LEC. Là, en plus, c'était un patient qui était sous antiagrégants, ce monsieur qu'on a traité. C'est vrai que les antiagrégants sur le rein, on est vite bridé pour répéter les séances de lithotricée extracorporelle et tant qu'à arrêter les traitements, autant les faire de façon favorable et essayer de favoriser un traitement en une fois. Voilà, moi c'est un peu la façon dont je vois les choses. Le biais de l'urétéroscopie, c'est qu'on a vu les urologues se mettre à traiter des gros calculs en urétéroscopie, à faire des séances répétées avec à chaque fois des sondes double J entre les séances. Je pense que la chirurgie percutanée, elle a toujours une place, elle a toujours un rôle pour les gros calculs, essentiellement, parce que je pense que c'est pas normal de faire 4-5 urétéroscopies sur un calcul de plus de 2 cm et d'arrêter en disant voilà, j'ai traité la moitié du calcul et ça marche pas. Les techniques percutanées sont vraiment efficaces. Avec la mini percutanée, il y a eu beaucoup de progrès et cette micro-perc là, elle vient vraiment aussi comme un complément, je trouve, pour les calculs d'accès difficile. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je voudrais dire un mot. Oui, qui est à l'appareil? Jacques Beaulieu. Bonjour Jacques, on ne te voit pas, mais on t'écoute. Si, je suis là. Oui, mais tu es caché. Ah bon? Monsieur le Président, bonjour. D'abord, toutes mes félicitations aux auteurs de cette communication sur une technique moderne qui m'a beaucoup intéressé. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous informer que, malgré le décalage horaire, nous sommes suivis en direct par un jeune urologue de l'hôpital Calmette au Cambodge, le docteur Oum Kang Chakrit, un ancien FFI formé à Lyon, qui connaît ces techniques. Il était chez le docteur Badet dans le pavillon V d'urologie à l'hôpital Édouard Herriot. Alors j'en profite pour le saluer et de manière très amicale, je suis très content. Bonjour Rit, merci de ta présence. Il a fait des NLPC, mais peut-être pas des micro-NLPC. Si, bonjour Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Je suis très content de présenter dans cette séance. C'est une séance très admirable pour ma part. En fait, le cas horaire au Cambodge et je fais des gardes cette vie, mais je suis très content de participer aussi. Par rapport au travail dirigé par le professeur Jacques Beaulieu, en tant que je suis ancien antenne au pavillon V, avec le professeur, effectivement, avec le professeur Xavier Matang et le professeur Lionel Badet. J'ai appris beaucoup sur les techniques par rapport, en dehors des techniques de traitement urologique classique, comme traitement calcul, tout ça. J'ai appris beaucoup par rapport à la transplantation rénale aussi. Et donc, cette technique de monsieur qui vient de Marseille, docteur Romain, qui parle de NLPC. Et, par contre, chez moi, on commençait de faire le mini-NLPC. Donc, tout d'abord, presque 50 cas déjà. Il y a 3 complications, le problème fistule urinaire. Mais pour la technique de NLPC, pas encore, mais ça commence bientôt. Et sincèrement, je suis très content de participer dans cette réunion. C'est une bonne réunion pour moi. Merci beaucoup. Ouais. Bravo. Merci Jacques, on te voit très bien là. Bon, je suis très content que tes élèves se branchent sur nos séances aussi régulièrement. Nous remercions beaucoup Romain Boissier de sa présentation, qui était très intéressante. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Je voudrais aborder le problème de la formation. Si un jeune urologue installé, un ancien chef installé depuis quelques années veut se former à cette technique, comment peut-il le faire en pratique? Ce n'est pas mon cas, moi je suis radiologue, mais c'est un cas comme ça pour information. D'accord. Alors c'est vrai que le matériel est assez peu répandu, un peu plus confidentiel sur le territoire. Moi la technique je l'avais vue avec le docteur Rosneck à Créteil, donc lui en fait, nous on en fait. Je sais que quelques autres centres disposent du matériel.
quand on sait poser une néphrostomie, on sait faire une micro-NLPC. Voilà, je peux pas simplifier plus les choses. Il y a vraiment que le temps de la ponction qui est peut-être un peu délicat, c'est juste une question de technique, mais le matériel est tellement petit que finalement, il ne faut pas avoir peur de la morbidité. Et en tout cas, on va organiser, je pense, nous, des ateliers dans le service avec la société qui commercialise ce matériel pour former ceux qui sont déjà installés en tout cas. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a